Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à cet atelier, conférence, séquence de 20 minutes, comme vous voulez. Alors, ouais, super. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer son académie interne, à quoi ça sert une académie interne et quelles sont les quelques astuces en 20 minutes pour éviter les plus gros écueils que nous, on a pu voir sur cette dynamique de création d'académie. Donc quand je dis académie interne, c'est aussi bien, je suis une entreprise, je veux créer mon académie pour mes collaborateurs, je veux créer de la montée en compétences en interne entre nos collaborateurs, avec nos experts, mais c'est aussi, je suis un organisme de formation, et finalement mon académie, mon organisme de formation, est-ce qu'on est visible, cohérent, pertinent en termes de digitalisation, de pédagogie, etc. Qui on est? Donc très rapidement, si vous voulez venir nous voir juste après, c'est hyper simple parce qu'on est le stand, le bateau qui est juste derrière là, c'est pas le citron. Va-t'en Lemon, je te connais en plus. C'est même pas le patron qui est à l'intérieur. Franchement, Pierre, il aurait dû se mettre dedans. Je sais, je l'ai vu. Mais bon. Non, nous c'est le bateau qui est juste derrière. Donc Flobo, entreprise qui existe depuis 6 ans. On accompagne les entreprises dans la création et la conception de leur parcours de montée en compétences. Donc avec du conseil, de la formation et de la production de parcours blended. Donc on a aussi une école qui crée de futurs concepteurs et formateurs, donc avec des alternants. Donc c'est une école diplômante portée par le ministère du Travail. Et on a aussi un objectif fondation, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises à but non lucratif pour les aider à créer des parcours de formation quand ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors, quelles astuces pour 2025 quand on parle surtout d'académie interne? C'était quand même ça notre sujet. Hein. Donc d'abord, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre de quoi on parle. Donc finalement, c'est ce que je vous disais, hein, que ce soit université d'entreprise, organisme de formation, interne, externe, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je vais garantir le fait de m'occuper de mes collaborateurs et de leur monter en compétences de façon organisée, réfléchie, c'est mieux en général. L'enjeu, c'est de se dire à quel niveau j'accompagne mes collaborateurs, comment est-ce que je les accompagne, pourquoi est-ce que je les accompagne, mes collaborateurs ou mes clients. Donc l'enjeu, surtout, alors ça c'est un des points qui pour moi est un des plus importants, c'est de se dire on arrête de traiter la formation au coup par coup, on arrête de traiter la formation comme une campagne de bonjour, qui veut le catalogue, qui veut telle formation, qui veut à l'issue de son entretien annuel, vas-y choisis au catalogue ce que tu veux. Ça donne rarement quelque chose d'efficace, ni pour l'entreprise, ni pour le collaborateur, ni pour le manager. Donc ça marche pas forcément toujours très bien. Pareil, sur le côté gestion par les managers ils savent pas forcément, ils n'y arrivent pas forcément à gérer la formation de leurs collaborateurs. Donc ça ne sert pas à grand chose finalement de leur mettre ça sur le dos. Par contre, qu'ils soient eux en capacité d'évaluer le niveau de compétence de leurs collaborateurs, ça ils peuvent faire. Ils peuvent faire s'ils sont accompagnés, s'ils sont aidés pour le faire. Ça c'est OK. Et vous derrière, quand on va créer des formations, c'est de se dire, à partir de cette évaluation, qu'est-ce que je vais pouvoir créer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour accompagner les managers à mettre en place justement des parcours de montée en compétences. Chaque équipe fait comme elle veut, ça arrive, hein, on entend ça dans quelques entreprises. Ah bah vous savez, moi je suis responsable formation, mais chaque équipe, elle fait un peu ce qu'elle veut, comme elle veut, ils ont un budget formation, donc ils achètent des trucs. Mais c'est super. C'est bien ça pour l'entreprise, c'est vraiment efficace. Bref, donc l'idée ici, c'est vraiment de se dire, non seulement je centralise les demandes, mais surtout, je réfléchis à des parcours sur certains métiers. L'idée ici, c'est de se dire, vous avez tous dans vos entreprises des métiers clés, les métiers qui sont vraiment phares pour le maintien et la survie de votre entreprise finalement. Et c'est de se dire, je vais arrêter d'être uniquement dans la partie demande, je vais aussi être proactif. Et dire à mes managers, si je décompose la compétence, si je décompose le métier en des niveaux de compétences opérationnels, objectifs, pragmatiques, sur lesquels toi, en tant que manager, tu peux faire une évaluation cohérente et pas juste ah lui c'est un bon ou un mauvais. Hein, ça souvent c'est des choses que j'entends. Ah moi je sais quand ils sont bons, je fais très bien. Moi quand je dis à un peintre que je sais que je veux du bleu dans ma cuisine, il me regarde, il me dit voilà le Pantone, il y a 350 bleus. Vous me dites la même chose quand vous me dites un bon, ça veut rien dire. Donc en fait, l'objectif ici c'est vraiment d'essayer de décomposer la compétence pour dire moi en tant que responsable formation, concepteur pédagogique, peu importe, je vais être en capacité de créer le parcours
qui va s'adapter à ce niveau de compétence à acquérir et pas à un autre. Et là, on devient efficace, là, on est proactif, et là, ça sert à quelque chose. Évidemment, pour créer son académie interne, 5 raisons identifiées. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, les 5 que moi, j'identifie le plus. La rentabilité. C'est la première des causes et c'est la première des raisons. Tout simplement parce que quand on forme les gens, ça fait partie des leviers de motivation intrinsèques. Les gens, ils sont fidèles dans votre entreprise, ils aiment rester dans votre entreprise quand on les forme et qu'on leur développe leurs compétences. Donc, c'est déjà un premier point, c'est que ça évite le turnover. Ça évite de dépenser à tout va, tout et n'importe quoi avec certains des prestataires qui peuvent être là, mais tant pis. Mais ça vous permet aussi de rentabiliser et de dire les gens qui sont compétents en interne, les gens qui ont l'expertise en interne, si moi j'arrive à les accompagner pour créer de la formation, pour créer des parcours de montée en compétences, c'est toujours ça de moins que j'ai à payer ailleurs, non seulement, mais surtout c'est de l'argent que je ne dépense pas. Ça va aider votre organisation, c'est ce que je vous disais sur la fidélisation. Une organisation apprenante, c'est aussi une organisation qui sait affronter l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se pose la question de quoi a besoin ce métier-là pour demain, pour vivre, hein, tout simplement, quelles sont les compétences dont on a besoin pour les faire acquérir. Avoir cette structuration d'académie interne, ça vous permet d'affronter l'avenir. Donc aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler d'IA, il y a de l'IA partout, dans toutes les conférences à peu près. L'idée, c'est de se dire, ok, l'IA, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Comment est-ce qu'on rassure nos collaborateurs sur le fait que leur métier va peut-être pas disparaître? Ou alors, pour ceux qui vont disparaître, de se dire, comment toi, tu te fais évoluer? Comment tu grandis? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que, justement, on fasse évoluer ton métier aussi? Et ça, une académie interne va pouvoir vous le permettre. Ça va évidemment renforcer votre efficacité pédagogique. Si les demandes et les enjeux sont centralisés, c'est beaucoup plus simple derrière d'avoir une patte pédagogique, une signature pédagogique dans laquelle vous allez pouvoir inscrire l'intégralité de vos collaborateurs dans leur montée en compétences. Évidemment, ça renforce la culture d'entreprise. Une entreprise avec une organisation apprenante, c'est une entreprise où les collaborateurs vont s'entraider, vont s'accompagner, vont se former entre eux. Et donc, ça va créer une vraie communauté d'apprentissage. Et ça, ce n'est pas un doux rêve, hein, c'est quelque chose qu'on met en place dans des entreprises depuis 15 ans maintenant. Ça fait beaucoup. Et c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on voit. C'est des gens qui sont beaucoup plus fidèles, donc qui vont rester beaucoup plus longtemps dans l'entreprise parce qu'elle contribue aussi à l'augmentation et au maintien des compétences de leur propre entreprise. Donc il y a un vrai attachement qui se fait. Et évidemment, en termes d'attractivité employeur et business, hein, tout simplement, quand vous arrivez dans une entreprise où on vous dit on vous forme en continu, on vous monte en compétences, on maintient votre employabilité, voire on la développe, les gens y restent. Donc on ne fait pas de la rétention de collaborateurs, on n'est pas des matons de prison, hein, s'il vous plaît. On est bien là pour fidéliser les gens. Parce que faire de la rétention, on a l'impression que c'est un peu contre leur volonté. Pourquoi pas, hein, mais bon. Donc, première astuce. Il faut que je regarde le délai parce que... Ouais. Commencez petit. Souvent, on rencontre des entreprises qui nous disent « ça y est, on veut créer notre académie interne, on va tout révolutionner, on achète l'outil chez machin, l'outil chez truc, c'est parti, on met tout, on change, on transforme tout. » Pas bonne idée. Pas bonne idée du tout, parce que si ça s'écroule, il y a tout qui s'écroule. Et derrière, si l'intention est bonne, la mise en pratique, elle risque d'être un peu catastrophique, et derrière, vous allez jouer contre vous. Donc nous, l'objectif, c'est plutôt de se dire, commencer petit. Et l'enjeu de commencer petit, c'est de se dire, cibler une population. Quelle est la population aujourd'hui dans notre entreprise, ou chez nos clients, hein, peu importe, encore une fois, hein, c'est vraiment pareil, mais quelle est la cible apprenante, quelle est la population qui a le plus besoin de monter en compétences, qui est le plus en difficulté, ou sur lesquels c'est le plus stratégique, pas forcément en difficulté, mais c'est le plus stratégique pour nous, pour le développement de la boîte. Ça, vous avez tous en tête assez facilement quel est le métier sur lequel il faut vraiment qu'on focalise et sur lequel il faut qu'on se base. Pareil sur ce métier, sur quel sujet prioritaire? Est-ce qu'on est sur de la vente, sur de la fidélisation clientèle, sur du traitement de conflits, que sais-je, peu importe, mais j'ai ma cible, je sais à qui je dois m'adresser et sur quel sujet je dois m'adresser. Donc vous voyez, vraiment on focalise petit. Comment choisir sa cible? C'est un peu ce que je vous disais, hein. Le côté c'est qu'est-ce qui est stratégique pour vous? Soit en souffrance, soit ce qui vous rapportera le plus pour l'entreprise, d'accord, en termes de business, de développement. Souvent, il peut y avoir le sujet de convaincre en interne comment je fais pour dire à mon entreprise, à mon employeur, à ma direction, c'est vraiment utile de développer cette académie interne, c'est vraiment utile de former ces gens-là. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver un manager qui, lui, est en souffrance avec ses collaborateurs pour en faire un ambassadeur.
Souvent, on écoute plus facilement un manager qui est sur le terrain, qui est opérationnel, qui dit « je suis dans la merde, j'en peux plus, mes collaborateurs, ils ne sont pas formés, ils n'y arrivent pas ». Et lui, ça peut devenir un ambassadeur. C'est une des solutions, ça marche bien. Sinon, c'est d'aller creuser les problèmes. Quand on est sur un problème de turnover, juste pour info, hein, un collaborateur qui part pendant sa période d'essai, on estime que le coût pour l'entreprise, c'est 150% de son salaire annuel. Voilà. Je l'ai eu 2 mois, j'ai payé 18. C'est super. Ça, un employeur, un directeur, il va comprendre très très vite combien ça coûte. Hein. Très 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 vite. Donc quand on a ces problématiques de turnover, de manque de parcours d'intégration, qu'on ne fait pas de bon onboarding pour nos collaborateurs, bah ça c'est souvent une corde assez sensible. On peut l'activer très bien. Après, il y a aussi ce sujet hein, de se dire, bah, donc sur les coûts, la rentabilité, tout ce qu'on a évoqué. Et puis c'est de se dire, quelqu'un qui est bien formé, qui est compétent, qu'est-ce qu'il peut rapporter? Donc c'est quelqu'un qui va plus vite, qui est plus efficace et qui potentiellement va pouvoir transmettre aux autres. S'il n'y a pas besoin, bah c'est bon, c'est parti. On va prendre donc cette population stratégique ou centrale pour l'entreprise. Et souvent, donc comme je le disais, le parcours d'intégration, c'est un bon moyen de tout décortiquer. Quand j'accompagne des entreprises sur leur plan d'intégration, leur parcours, je ne parle pas d'outils, hein, je parle vraiment de fond. Hein. Comment est-ce que je fais en sorte qu'un collaborateur qui arrive dans l'entreprise soit efficace et bien dans ses baskets le plus tôt possible? Bah, on revient très vite sur un truc, c'est quelles sont les compétences du métier pour lequel il vient d'être recruté. Et souvent, quand je pose cette question-là, on me dit, voilà la fiche de poste. Je fais, c'est bien, c'est pas mal, mais à quel moment le manager, il évalue son collaborateur sur la fiche de poste? Pas souvent. D'accord? Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est de se dire, finalement, sur ce parcours d'intégration, comment est-ce que j'implique le manager? Ce n'est pas un sujet RH, hein, c'est un sujet managérial, le parcours d'intégration. Donc comment est-ce que j'implique le manager, le collaborateur, pour faire en sorte qu'on ait une vraie évaluation croisée, le collaborateur vis-à-vis de l'entreprise vis-à-vis du collaborateur et le manager vis-à-vis de son collaborateur. Donc comment on fait pour avoir une évaluation croisée pendant toute la période d'essai qui est faite pour ça? Et pas juste un collaborateur qui sert de bouche-trou à un manager qui dit bah, finalement j'avais besoin de quelqu'un vite, vite, vite. Quand on lui demande tu valides sa période d'essai? Oui, oui, oui. Et 2 semaines après, non, en fait, j'en veux plus. Formidable. Donc, pareil, attention au 100% présentiel, il y en a encore. Pourquoi pas? Mais effectivement, l'enjeu, et c'était vrai, donc c'est vrai en 2025, c'était vrai en 2024, c'était vrai en 2023, c'était vrai avant Covid. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce secteur d'activité, ça fait 15 ans que je préconise le blended learning. Je continue, hein. Je ne m'avoue pas vaincu. Donc, pour des raisons très simples. Tout simplement, la première, c'est une vraie efficacité pédagogique. Le blended learning, l'être humain, le cerveau humain a besoin de la mixité des modalités pour mieux apprendre, pour mieux acquérir les compétences. Donc ne pas faire de blended, c'est s'assurer de ne pas être optimal dans la pédagogie qu'on met en place. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Rentabilité, bah, ça c'est un point clé aussi. Hein, toujours, le sujet, ça va être de se dire, bah, si je diminue du temps de présentiel, je diminue du temps de transport, du temps de salle, du temps de formateur présentiel potentiellement à certains moments, de déplacement, de frais, etc. Donc ça va me coûter moins cher. Facilité d'organisation, oui et non. Oui, parce que finalement, bah, quand les gens vont être à distance sur des moments plus courts, où il va y avoir aussi des moments d'auto-formation dans un parcours blended, bah, ça va être plus facile à organiser pour l'individu. Non, pour l'organisation en tant que telle, pour se dire, bah, finalement, quand je vais structurer un parcours blended, pour que je puisse garantir une vraie montée en compétences, bah, ça va être des contraintes. Et il faut que tout le monde respecte ces contraintes. Si on ne respecte pas ces contraintes-là, votre parcours en blended, il tombe à l'eau. Et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que face à ce sujet d'organisation, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis à faire du mauvais blended. Souvent, l'analogie que je prends, c'est la différence entre une salade de fruits et un smoothie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ont fait des salades de fruits. Donc les salades de fruits, c'est quoi? Bah, vous avez des fruits différents, mais quand vous le mangez, vous choisissez ce que vous voulez. Je veux commencer par l'ananas, puis par le kiwi, etc., etc. Ah, mais j'ai pas envie de la cerise là qui est sur le côté. Non, je l'aime pas. Hein, le petit learning là. Non, non, je vais pas le faire. Quand vous faites un smoothie, alors l'idée c'est pas le pré-mâché, hein. L'idée c'est plutôt le mixer. Hein, parce qu'on me l'a déjà sorti. Non, mais c'est du pré-mâché. Oui, mais c'est pas ça l'analogie. L'analogie du smoothie, c'est vous choisissez pas quel fruit vous allez boire en premier, par définition. Donc si votre parcours il est cohérent, si votre parcours il est progressif, si votre parcours il a du sens pour l'apprenant, bah, finalement, peu importe qu'on commence par un e-learning, une classe virtuelle, qu'il y ait un présentiel, un atelier, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est est-ce que j'ai bien su
progression pédagogique? Est-ce que je me forme bien de manière progressive, de A à Z, sur ma compétence, sur le métier, sur ce que vous voulez? D'accord? Et évidemment, le blended, ça aide aussi sur l'image employeur, toujours la même chose, hein, parce qu'on va adapter nos parcours de montée aux compétences aux collaborateurs. Et donc, le fameux adaptive learning que certains aussi vendent en mode notre outil le fait, notre plateforme le fait, non. Non, 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 c'est votre conception qui le fait, c'est pas l'outil. Donc c'est quand votre conception pédagogique prévoit d'adapter le niveau de difficulté, le niveau d'apprentissage, le niveau de compétences à faire acquérir, là vous faites de l'adaptive learning. La plateforme, elle ne le fera pas pour vous aujourd'hui. Demain peut-être. Aujourd'hui, c'est sûr que non. Deuxième astuce, identifier ce qui est digitalisable. Encore une fois, hein, on va éviter la fameuse salade de fruits et se dire, ouais, tout ça, soit on n'a pas de formateur, soit on n'a pas d'expert, donc on va le digitaliser, on va en faire du e-learning. Pourquoi pas, hein? Ce n'est pas les outils ou les ressources qui définissent et qui décident de ce que vous mettez en digital. C'est les usages avant les outils. Et donc finalement, ce qui va être intéressant, une bonne première grille de lecture. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas la façon magique de faire. C'est une première grille de lecture qui peut être intéressante et qui peut être efficace. C'est déjà de décomposer la compétence, donc le niveau de compétence, en 3 dimensions. Assez classiques, savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc finalement, ce qui va être de l'ordre du savoir, donc on est vraiment sur la connaissance pure, hein, on va être en capacité de se tester, de revenir sur le contenu, d'aller à son rythme. Et finalement, je n'ai pas besoin d'échanger avec les gens. Quand je vais à la bibliothèque pour lire un bouquin, je n'ai pas besoin d'échanger, de parler avec les autres. J'ai besoin d'acquérir le savoir. D'accord? Quand je fais un cours d'histoire, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de savoir de quoi on parle. Et donc ici, ce qui va être intéressant sur le savoir, c'est que vous allez autoriser, vous allez permettre vos apprenants d'aller à leur rythme. On ne comprend pas, on n'intègre pas tous de la même façon, à la même vitesse. Et donc, donner la capacité aux gens de s'entraîner, de revenir dessus, de voir avec des angles différents, ça, le e-learning vous permet de le faire de manière efficace. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Et toutes les compétences, j'insiste bien, toutes les compétences ont une dimension de savoir. Parce que souvent, on me dit « Ah, Jonathan, changer une roue. Il faut savoir ce que c'est un cric, il faut savoir ce que c'est une roue, il faut savoir ce que c'est une vis, etc. etc. » Donc ça, c'est du savoir. D'accord? Je n'ai pas besoin de savoir le faire pour l'instant, déjà le savoir. Après, il y a des gens qui sont très bons intuitivement, hein, mais bon. Le deuxième, c'est évidemment le savoir-faire, et c'est souvent là-dessus qu'on se positionne et c'est souvent là-dessus qu'on se base. On va former sur du savoir-faire, et c'est très bien. Le savoir-faire, là pour le coup, on est vraiment sur une dynamique de pratique. C'est pas parce que tu as appris comment faire n'importe quelle recette de cuisine, souvenez-vous du Covid, que quand tu le fais, c'est bon. C'est pas parce que j'ai regardé une vidéo YouTube que c'est bon. Alors déjà, en général, c'est moins beau que sur la vidéo. Hein, on a tous testé hein, le gâteau où on fait « Ah !» Et vos enfants, ils disent « Non, c'est pas pareil. Ça ressemble pas à la vidéo. » Ben non, ça ressemble pas à la vidéo. Donc, pour plein de raisons. Mais quand on est sur du savoir-faire, là, ce qui va être intéressant, c'est de pratiquer, de tester, d'échanger. Et là, ça va être intéressant d'avoir un référent. Le référent, c'est pas forcément un formateur. Là, il va être intéressant l'expert, mais pas pour me former, pour échanger avec lui. Pour qu'on puisse échanger sur nos pratiques. Comment toi tu fais? Est-ce que toi tu as des tips, des astuces pour aller plus vite, pour être plus efficace? Là c'est intéressant d'échanger avec les pairs. Et toi comment tu as fait ton truc? Montre-moi. Ah ouais, moi j'ai pas fait comme ça, etc., etc. Là le social learning va être intéressant. Donc quand on va être dans la pratique, c'est là où on va pouvoir mettre du synchrone, que ce soit distanciel ou présentiel. Donc on peut avoir de la classe virtuelle, de la formation en classe, en cours plus classique, des ateliers de mise en pratique, des mises en situation, des travaux de groupe, des simulations, etc. etc. Et là, ça devient intéressant d'avoir cette dynamique-là en fonction du savoir-faire. Il y a un élément sur lequel la classe virtuelle va vraiment avoir sa valeur ajoutée en termes de savoir-faire pur, ça va être sur tout ce qui est prise en main d'outils informatiques. Quand on est sur de la prise en main d'outils informatiques, la classe présentielle n'a aucun intérêt. La classe virtuelle va être beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressante parce que ça va vous forcer à faire des plus petits groupes et surtout vous allez pouvoir faire en sorte que chacun des participants partage son écran quand il est en train de travailler sur l'outil qu'il est en train d'apprendre avec les autres. Donc je vais lui donner des exercices à faire, ça va être soumis à la communauté, chacun va les faire à son rythme, etc. Et moi je peux le corriger. Et surtout, chaque apprenant est sur son ordinateur dans sa version du logiciel. Certains d'entre nous ont peut-être connu les salles informatiques à une certaine époque. On allait tous apprendre un outil sur un ordinateur gros, lourd, moche, sale. Et quand on revenait au travail et qu'on nous disait « ça y est, c'est bon, tu sais faire Excel, tu as appris les tableaux croisés dynamiques »,
Le premier réflexe, c'était de se dire, bah, c'était pas sur mon ordinateur, c'était pas ma version du logiciel, donc en fait, je sais pas vraiment faire. Parce qu'on se trouve des bonnes excuses pour dire qu'on n'a pas vraiment appris. C'est normal. Le dernier, sur le savoir-être, donc là, on est sur les fameux soft skills, les fameux comportements. On en a beaucoup entendu parler, c'est quelque chose qui a été très à la mode pendant un certain nombre d'années, c'est toujours le cas d'ailleurs sur les formations soft skills. Donc là, ce qui va être intéressant sur les soft skills, c'est qu'il y a les deux dimensions qui vont venir se mixer. Il y a une dimension de savoir, de quoi on parle quand on parle de comportement, quel est le comportement attendu, c'est quoi la définition de ce comportement, et comment est-ce que je le mets en œuvre, comment je le mets en pratique. Et donc là, finalement, ce qui va être intéressant, c'est déjà de comprendre, de donner du sens à ce comportement, de donner du sens à ce soft skills. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de donner aux gens des exemples de bons et de mauvais comportements. Pas au sens, c'est moi qui juge que c'est bon ou c'est mauvais, au sens, ce qui est attendu ou ce qui n'est pas attendu par l'entreprise. Souvent, dans les entreprises, vous avez un sujet de valeur d'entreprise. Nous, on a des valeurs. C'est super, c'est vachement bien. Et on va demander au manager d'évaluer les collaborateurs sur les valeurs. Est-ce que le collaborateur est dans les valeurs de l'entreprise? Sauf que comme les valeurs sont des valeurs tarte à la crème, empathie, transparence, engagement, curiosité, ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. Quand un manager va dire à un collaborateur « je te trouve que tu n'es pas trop dans la curiosité », vous attaquez la personne, elle se sent personnellement concernée, attaquée. Vous attaquez ma valeur curiosité, ma valeur engagement, etc. etc. Pourquoi? Parce que l'entreprise a juste loupé une étape dans la définition de ses valeurs, qui est de dire, lié à cette valeur-là, quel est le comportement attendu et le comportement proscrit de cette valeur. Pour nous, dans notre définition, à nous, dans cette entreprise, dans notre secteur d'activité, dans notre industrie, la valeur engagement, ça veut dire ça, et ça ne veut pas dire ça. Et là, c'est beaucoup plus simple pour un manager d'évaluer un collaborateur pour dire est-ce que tu es ou non dans le comportement attendu au regard de cette valeur pour l'entreprise. Et on n'est plus dans le jugement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, aider les managers à évaluer finalement les collaborateurs sur leur niveau de compétence. Ça en fait partie. Et donc derrière, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir mixer sur de la formation au savoir-être, à la fois des éléments asynchrones, donc des modules e-learning, des vidéos, ça peut même être des PDF, effectivement, avec des photos, des situations, etc., pour permettre à l'apprenant déjà d'identifier, d'analyser les situations et de se dire, ok, ça c'est ok, ça c'est pas ok, qu'est-ce que moi ça me fait ressentir? Et derrière, d'avoir des dimensions synchrones, où là on va être en atelier, en présentiel, en formation en situation de travail, en mentoring, etc., etc., etc. Et là, ça va devenir intéressant de se dire, finalement, sur ces sujets-là, on va vraiment travailler uniquement un comportement associé, à travers tout un tas de modalités. Donc vous voyez, dans votre académie interne ou dans l'académie ou l'organisme de formation, l'idée, ça va être de se dire, quand on va créer cette formation-là, ce parcours de montée en compétences, encore une fois, on va pouvoir venir croiser toutes ces dynamiques-là. J'essayais de comprendre pourquoi il y avait ce slide-là, pardon. Ici, on vous a mis un exemple de parcours blended, justement. C'était sur les techniques de vente chez Volvo Financial Services. Et donc l'enjeu, c'était de dire, avant, ils sont arrivés, ils nous ont dit, nous, on forme nos collaborateurs donc, à la technique de vente, au discours commercial, en 3 jours. 3 jours de présentiel. C'est du bourrage de crâne, donc ils leur bourrent le crâne, les techniques de vente, comment on fait du training, du training, du training. Et ils en sortent. Et oh magie, ils savent vendre. Et oh magie, les résultats ne sont pas là. Incroyable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ils nous ont demandé de repenser leur parcours. Et la seule contrainte qu'on avait, qui était une vraie contrainte pour le coup, c'est que eux, ils voulaient un maximum de classes virtuelles. C'est ce que vous voyez ici. Donc là, vous avez les e-learning et les classes virtuelles. Et ils ne voulaient pas commencer par une classe virtuelle. Je déconseille de ne pas commencer par une classe virtuelle. Commencer un parcours en blended sans mettre de l'humain, un peu compliqué. Mais bon. En l'occurrence, ce qui a été intéressant ici, c'était que sur le commerce chez Volvo, on est vraiment revenu sur les fondamentaux et donc du savoir pur. De quoi on parle? Comment est-ce qu'on fait du commerce chez nous? Et ce n'est pas forcément la même chose chez Volvo que chez Mercedes ou que chez Auchan. Ce n'est pas la même chose. Derrière, ce qui était intéressant, c'est qu'on a découpé donc toutes les étapes de vente, de leur technique de vente, avec différentes modalités, où à la fois j'apprenais de mon côté et ensuite j'échangeais en petits groupes avec un expert et on travaillait ensemble. Ce qui a été intéressant aussi dans ce parcours-là, c'est qu'on a mis, et là on ne le voit pas apparaître, entre chaque situation, on a mis un podcast où on avait scénarisé finalement l'ensemble de ce parcours, où en gros les gens ils étaient dans un rallye. Donc ils faisaient un rallye
Volvo, la voiture, facile. Et donc dans le rallye, l'idée c'était que le podcast était un peu la radio qu'ils allumaient derrière leur volant. Et donc dans ce podcast, il y avait quoi? En fonction des épisodes, finalement, il y avait des témoignages clients, il y avait des témoignages de collègues, il y avait des interviews de collaborateurs. Et toi, comment tu fais, etc. Et en fait, tous ces éléments de podcast sont venus ponctuer la montée en compétences et la progression pédagogique de l'intégralité de notre parcours. Et un parcours comme ça, ça durait 3 semaines, 1 mois de tête. Et l'idée, c'était de se dire, à chaque module et à chaque séquence pédagogique, il y avait des exercices et des éléments qu'on demandait aux commerciaux de mettre en place sur le terrain dès le lendemain pour pouvoir les débriefer après et dire ok, on accepte qu'il y ait des choses qu'on vous a données qui ne marchent pas. C'est ok. Par contre, pourquoi ça ne marche pas? Et donc l'enjeu ici, c'était de débriefer en groupe. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça a marché? Comment s'est comporté mon collaborateur, mon client, etc., etc. Et là, vous avez, au bout de 3 semaines, une vraie montée en compétences. On a eu le bilan à 12 mois, 30%. Croissance de vente, 30%. C'est pas lié que au parcours de formation, hein, on ne va pas se leurrer. Évidemment que non. Sans doute le contexte économique, etc., etc. Ok. Mais, en attendant, par rapport à leurs anciennes formations, 30%. Oui, pardon. Alors là, en l'occurrence, oui, la question c'était est-ce que c'était toujours le même groupe qui commence et qui finit ce parcours-là? Donc là, chez Volvo, c'était le cas. Pour un autre client, on a eu une demande de refonte, pareil, complète d'un parcours de vente, à la fois pour des nouveaux et aussi pour des anciens, mais les anciens qui viennent prendre qu'un morceau du parcours. Et donc finalement, on a essayé d'adapter, donc ça ils nous l'ont dit après. On avait déjà commencé à travailler, à faire le parcours, etc. Donc forcément, ça a un peu changé notre pédagogie. Mais bon, on aime le challenge, donc c'est pas gênant. Le point clé finalement, notamment sur le premier module, mais je ne vais pas tous les faire, c'est surtout de redonner du sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd beaucoup en formation, je trouve. On considère souvent que le sens, il est induit. Ah c'est une évidence. Le titre de la formation dit pourquoi est-ce qu'on va les former. Ah c'est sûr que les gens, ils savent pourquoi ils viennent. Non, 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 archi non, faux. Et donc l'enjeu, c'est toujours la même chose. Quand on a des clients qui nous disent, vous pouvez nous créer cette formation, moi, j'ai plusieurs questions, mais déjà, pourquoi et c'est quoi cette formation? C'est quoi la définition des mots? Je sais parler français, je connais le dictionnaire, c'est pas le problème. C'est pourquoi chez vous, c'est important ça? À quoi ça sert? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que les gens ont besoin d'être formés là-dessus? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant? Si j'ai pas de réponse, je leur dis, on va revoir la copie. Hein. Parce que si vous savez pas me définir pourquoi c'est important, c'est que c'est pas important. Si c'est pas important, je le fais pas. C'est tout bête, hein? On va plus vite comme ça. Je passe sur le sujet. Voilà, je sais pas si... Ouais, c'est bon. L'astuce numéro 3, parce qu'il faut quand même... Oui, je suis déjà en débord. Embarquer une communauté. Quand on est en académie interne, on veut aussi que ça se diffuse. D'accord? L'idée, c'est que ça fasse l'effet tache d'huile. Et donc, l'enjeu, c'est de se dire, OK, quand j'ai commencé en ciblant une population particulière, comment est-ce que je fais faire pour récupérer les témoignages, les enjeux de ces gens-là, de leurs managers, pour dire « Ok, on va en parler dans les autres services, avec d'autres personnes. Et regardez, ça a marché, regardez, ça fonctionne. » Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion de communauté, que ce soit un réseau social interne, que ce soit un groupe WhatsApp, une communauté WhatsApp, peu importe. Hein. Le sujet, ça va être de se dire « Oui, il va falloir qu'on embarque les gens pour continuer à augmenter cette notion d'académie interne. » Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a aujourd'hui tous ces phénomènes-là qui arrivent, qui font que ça va devenir de plus en plus compliqué d'aller aussi sur de la formation externe. Ça va être compliqué parce que, effectivement, le vote du budget, c'est aujourd'hui. Hein. On verra. Les financements locaux, ça a baissé. L'obsolescence des compétences, on le voit avec l'IA, on nous dit une compétence, c'est globalement 3 à 5 ans. Moi, je ne crois pas trop à ces sujets-là, ça dépend des compétences, ça dépend des contextes, ça dépend de tout un tas de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens, s'ils n'apprennent pas, si vos collaborateurs n'apprennent pas en continu à maintenir à minima leur niveau de compétence au regard du marché, des actualités, ils sont morts. Et ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise de garantir l'employabilité des collaborateurs. Évidemment, les équipes formation qui sont très souvent sous-staffées et qui font plus de la gestion de la formation que de la préconisation de montée en compétences. Et pour moi, ça, c'est une vraie bascule qu'il faut arriver à mener comme combat dans les entreprises, de dire on arrête de faire de la gestion, on n'est pas des preneurs de commandes, parce qu'en termes de preneurs de commandes, c'est pas quali, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc on passe de preneur de commandes à conseiller en fait, conseiller en montée en compétences. Ça me paraît intéressant.
Et effectivement, on a aussi beaucoup ce manque d'experts digital learning. Alors, c'est vrai que c'est marrant de dire ça peut-être ici parce qu'on voit plein de monde, il y a beaucoup de prestataires, etc. Mais en vrai, vous n'en avez pas beaucoup dans les entreprises, des experts de la création de parcours blended, de parcours digitaux, de manière smoothie et pas salade de fruits. Celle-là, vous allez la retenir en nous. Donc, les relais, ceux qui répondent aux critères, je vous ai dit, les experts techniques, les experts métiers qui sont reconnus. Donc souvent, c'est des gens sur lesquels vous pouvez facilement vous baser pour aider à avoir une vraie parole qui ne sera pas la vôtre. Quand on est au service RH, quand on est au service formation, on est inaudible dans une entreprise, ou rarement audible. Je vais mesurer mes propos. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les experts métiers, les experts techniques, eux, ils sont plus audibles. Ils ont souvent une plus grande expérience dans l'entreprise, un plus grand vécu. Ils ont une aura qui n'est pas la même que celle des RH ou des services de formation. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de se baser sur eux et de dire « Ok, en quoi le projet qu'on a créé ensemble, ça a été efficace? En quoi ça a marché ?» Et bien, ce n'est pas moi qu'il faut le dire, c'est aux autres. C'est à tous les autres qu'il faut le dire. Voir aussi qui sont ceux qui sont volontaires pour se lancer dans ce test de création d'un parcours de montée en compétences complet. Et puis évidemment, les salariés, dont les managers, les directeurs, vont accepter qu'ils passent du temps aussi dans cette académie pour former les autres collègues. Il y a toujours un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans les entreprises, sur les formations Excel, on ne fait pas appel aux comptables. Pour moi, c'est une aberration. C'est les plus compétents, ce n'est pas les plus pédagogues, ce n'est pas le sujet. Mais c'est les plus compétents techniquement. Et on ne fait jamais appel à eux. On préfère surtout pas leur parler. Les pauvres. Et souvent, c'est la cave. Ah non, tu vas pas aller voir les comptables. Il faut les aider, les comptables. Donc si on leur fait créer des parcours de... C'est vrai. Mais je sais qu'on ne veut pas aller les voir. Ils sont moches, ça pue, c'est noir. Les pauvres. L'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on accompagne ces gens, mais je dis les comptables, mais n'importe qui dans l'entreprise, à exploiter leur expertise pour en faire des parcours de formation en interne. Et ça vous coûte rien, du temps. On n'a pas de temps. Si, ça se trouve. Toujours. Donc, l'idée, c'est d'avoir un cadre et des outils de communication, des objectifs et une vision qui soient partagés par tous et surtout par la direction, des contenus et des ressources, avoir des activités. J'avance un peu parce que je suis vraiment à la bourre, mais j'avais prévu, j'étais sûr. Donc, une plateforme, des canaux spécifiques et un calendrier d'animation en termes d'outils de communication et de cadre. Ça, c'est un point qui va être intéressant, c'est d'avoir une vraie ligne éditoriale de communication de votre communauté apprenante. Des objectifs, évidemment, et une vision partagée. Donc, on a bien tous les mêmes objectifs. On veut valoriser nos experts. Ce n'est pas nos experts qui sont les formateurs. C'est en général les pires formateurs qui existent, ce sont les experts. Pour plein de raisons, on pourra en parler, je n'ai pas le temps, mais l'idée, c'est de les valoriser, mais autrement. Ils vont contribuer à créer la formation, ils vont contribuer à animer la communauté, mais ce n'est pas eux qui forment, s'il vous plaît. Pitié pour vos apprenants. Avoir ces contenus avec une bibliothèque potentiellement collaborative. On fait en sorte que nos collaborateurs viennent nourrir cette bibliothèque de contenu et c'est eux qui vont créer et co-créer les contenus qui vont former nos collaborateurs. Là, par contre, on peut faire appel aux experts pour faire des webinaires d'expertise, pour faire des rencontres, des ateliers. Et là, ça devient intéressant. Et des ateliers de développement avec notamment des externes. Bienvenue Flobo, entre autres. Sur la narration, la gamification, le storytelling, la mémorisation, ce que vous voulez, où là, ça va aider certains groupes dans votre entreprise à se dire « Ok, on peut passer encore une étape supérieure », notamment sur storytelling et la gamification. Suivi, amélioration continue, les feedbacks réguliers, hyper importants. La formation sur laquelle tu nous as aidé à créer du contenu, voilà comment elle fonctionne, voilà ce qui marche ne marche pas, comment est-ce qu'on s'améliore, comment est-ce qu'on continue ou pas. Tableau de bord communautaire, c'est-à-dire voilà ce qui fonctionne à tout le monde et on le transmet et on le dit, on le communique. C'est du marketing de la formation. Ça, c'est un vrai point sur lequel il faut se développer. Et régulièrement, une fois par trimestre, on fait un point. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Combien de gens sont montés en compétences en interne chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de formations on a créées? Qui a créé quoi? Pourquoi? Comment? Quelques idées. Ça marche bien, mais je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons. Il y avait l'apéro pédago hier soir, ça marche bien. On fait des rencontres, pas toujours sur le boulot, mais bon. Non, mais en vrai, ça marche bien. Le podcast, faire en sorte que vous interviewez des gens, des collaborateurs en interne, des interviews, des échanges, des rencontres aussi, et vous diffusez ces podcasts ensuite en interne. Et ça vient nourrir un parcours de formation. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça vous coûte rien à faire. Vraiment, ça coûte rien. Et c'est hyper puissant en interne et c'est les collaborateurs qui parlent aux collaborateurs. Voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant.
Et puis des ateliers d'idéation pour se dire, OK, comment est-ce qu'on favorise la création sur ce parcours-là, sur cette compétence-là, on sait plus faire, comment est-ce qu'on va aller un cran plus loin ou plus, notamment avec les techniques du design thinking. Bon, je suis vraiment à la bourre, mais comme il n'y avait personne derrière moi, je me suis permis de déborder. J'avais regardé. Vous avez le QR code ici qui vous emmène directement sur notre livre blanc sur justement les 3 piliers d'une académie interne efficace. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous parler. Encore une fois, on est le plus beau stand là qui ressemble à un bateau qui est juste derrière sur ma gauche. Donc il est juste là. Vous avez déjà des collaborateurs qui sont là, qui vous attendent si vous avez besoin d'échanger. Et vous pouvez aussi me retrouver directement sur le stand toute l'après-midi. Merci beaucoup, bon après-midi et bon salon à tous.